On est un projet risqué, ça peut marcher comme ne pas marcher. Il y a eu plein de moments ultra risqués. Si on n'avait pas réussi à lever des fonds, je serais peut-être pas là pour raconter ma life, quoi. Enfin, je serais vivante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, vous m'auriez pas invité. Et aujourd'hui, on est en direct de Station F. On va recevoir Sophie Cahen, qui est co-founder et CEO de Ganymede Robotics. Salut Sophie, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je disais, on est en direct de Station F. On est bien installé, on est prêt à enregistrer. Il va falloir que tu nous parles un peu de toi. Il va falloir que tu nous parles de ta société, de ton parcours et qu'on rentre un petit peu dans le détail. J'ai entendu parler d'une levée de fonds il n'y a pas si longtemps, donc il va falloir que tu nous expliques tout ça. Pour commencer, je pense que tu es habitué à l'exercice. Il faudrait que tu nous pitches ta société, que tu nous pitches Ganymede Robotics et que tu nous expliques concrètement ce que vous faites. Ok, avec plaisir. Alors pitcher, je vais plus la présenter, mais Ganymede Robotics, c'est une boîte deep tech qui fait de la robotique chirurgicale. Donc on conçoit une nouvelle génération de robots pour aider les chirurgiens pendant certaines opérations, et notamment des opérations orthopédiques, c'est-à-dire des tissus rigides, les os, les articulations. Voilà. Et de manière plus concrète encore pour les spécialistes dans l'auditoire, on fait un robot qui aide le chirurgien pendant des opérations de pose de prothèse totale de genou. Voilà. Bon. Ça implique d'avoir une équipe ultra multidisciplinaire puisqu'on fait de la vision par ordinateur, de l'électronique, du firmware, de la méca, du développement logiciel, etc. De manière plus concrète, on est une boîte aujourd'hui de 35 personnes à peu près, qui a 4 ans et demi, donc elle a été fondée à l'été 2018 avec des chirurgiens qui sont nos premiers investisseurs et qui ont investi dans tous les tours de table. Donc c'est vraiment, on réalise le rêve un peu de toujours de chirurgiens parmi les meilleurs mondiaux. On a déposé une dizaine de brevets, on a levé au total à peu près 40 millions d'euros. Et là, on est dans la phase de finalisation du développement produit, ce qui veut dire qu'on est en train d'industrialiser notre dispositif en France et qu'on est en train de prévoir les premiers essais cliniques en France, en Europe et aux États-Unis où on a ouvert un bureau. On a été incubé tout d'abord à Agoranov, qui est un grand incubateur deep tech que je remercie encore d'ailleurs parce que c'est un accompagnement exceptionnel. C'est vraiment des boîtes comme Dataiku, Shift Techno, c'est des très très belles boîtes qui viennent de là, y compris en deep tech et en santé. Et ensuite, on a commencé à pousser les murs et on a été incubé à Paris Biotech Santé, dans les locaux de l'hôpital Cochin à Paris, où nous sommes actuellement. Et là aussi, on est en train de pousser les murs. Vous êtes lauréat du programme de la French Tech, DeepNum 20. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, quel est l'accompagnement qui est fait et concrètement ça veut dire quoi être lauréat de ce programme spécifique ? Yes, alors avant je vais name dropper un tout petit peu si vous m'excusez, mais on est lauréat de pas mal de choses en fait, et je dis ça pour souligner un peu la richesse de l'accompagnement des startups early stage et pas que en France. Mais déjà l'incubation Agoranov c'est un incubateur public et c'est quelque chose dont on a, je pense, beaucoup bénéficié. Et ça va de pair avec une bourse qui s'appelle Paris Innovation Amorçage qui est attribuée par la BPI. On a eu la bourse French Tech Émergence. On est lauréat e-Lab 2019, donc un des concours nationaux de création d'entreprises innovantes. On a bénéficié d'une aide au développement Deep Tech, de différents mécanismes d'accompagnement de la part des pouvoirs publics, en France et en Europe, puisqu'on est aussi lauréat EIT Health, donc European Institute of Technology. Pour 50 000 euros à l'époque, ça nous semblait énorme. Et puis depuis, on est lauréat European Innovation Council pour un financement total de 12 millions et demi. 2,5 en subvention, 10 millions en equity. Voilà. Donc tout ça, il y a des tas de programmes dans tous les sens. Et DeepNum, c'est une initiative de la French Tech qui vise plutôt à accompagner de manière plus institutionnelle la visibilité des startups, mais aussi essayer de bénéficier un petit peu, en tout cas de prendre en compte leur retour terrain dans la formation des politiques publiques. Tu étais ingénieur de formation, aujourd'hui tu es co-founder, CEO. Tu peux nous expliquer un peu d'où est venue cette idée, d'où est venu le projet et comment il a mûri? Est-ce que c'était quelque chose qui était très clair dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai envie de solutionner ce problème-là que j'ai identifié, ou c'est venu en fonction de rencontres, de projets, de personnes qui t'ont marqué? C'est vraiment un projet qui est né d'une rencontre. Moi, j'ai monté une boîte en robotique chirurgicale sans connaître quoi que ce soit, ni au dispositif médical, ni à la robotique, ni à la chirurgie. Donc, je ne peux pas un instant avoir la prétention que depuis que j'ai 3 ans, je veux absolument faire Ganymede. Non, c'est faux. Je veux absolument faire des trucs, ça c'est vrai, mais ça non. En fait, je suis revenu d'une expatriation sportive, on va dire, en mars 2018. Et j'ai commencé à solliciter un petit peu mon réseau parce que j'avais des opportunités professionnelles, mais je savais que je voulais monter une boîte, je savais que je voulais revenir
au monde de la techno, voire de la science, dans un domaine qui ait du sens, où j'ai une contribution positive à la société plutôt que l'inverse. Et puis dans ce cadre-là, j'ai rencontré diverses personnes, dont ceux qui sont devenus mes premiers associés et les co-inventeurs, cofondateurs de l'entreprise, qui sont des grands chirurgiens français et des entrepreneurs dans le monde de la robotique, à l'époque humanoïde. Et on s'est dit, allons-y, quoi. Tu as dit le mot entrepreneur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te considères comme entrepreneur et comment tu pourrais définir ce terme? Parce qu'on a souvent des profils qui, dans leur travail de tous les jours, leurs actions, mettent pas forcément le mot entrepreneur derrière. Toi, est-ce que tu te considères comme entrepreneur? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en termes de définition derrière ce concept-là? Alors, complètement, et d'ailleurs en premier lieu. C'est-à-dire, et on avait cette discussion avec des gens de l'équipe de Ganymede hier, parce que je considère que les premiers de l'équipe technique à nous avoir rejoints sont des entrepreneurs aussi. Il n'y avait rien, fallait tout créer. On est parti d'une page blanche complète. Et entrepreneur, c'est se rappeler que t'es en position de faiblesse dans toutes tes interactions, parce que t'es the underdog, quoi. T'es le challenger partout, pour les candidats, pour les financeurs, pour les pouvoirs publics, pour les potentiels clients, pour les partenaires. Donc cette mentalité-là, d'y aller quand même, le couteau entre les dents, je caricature, mais dans plein de choses, se rappeler que on part de zéro, donc il y a une perception à construire, et on y reviendra, je pense que ça a beaucoup joué dans la vie de Ganymede. Et puis rien va se faire tout seul, quoi. Donc il faut mettre une énergie cinétique pour les ingés, mais il faut mettre une énergie derrière absolument tout. Personne t'écrit, personne en a rien à foutre de toi, grosso modo. Donc, et pourtant, toi, t'es là et tu rames tout seul dans ton coin et tu veux faire ton truc. Donc, ah oui, entrepreneur, complètement. Et je le reste aujourd'hui, parce que la nature des enjeux change, les défis évoluent, mais au final, on est toujours face à l'inconnu, et on est toujours en plus un des facteurs limitants de sa propre boîte. Donc non seulement tu es en permanence face à des nouveaux problèmes, mais tu sais que si tu changeras jamais assez vite pour être vraiment au top de ce que tu es censé faire. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une sensation que l'État, les institutions publiques vous regardent d'un bon œil, vous accompagnent? Est-ce que tu les sens matures par rapport à ce que vous proposez? C'est quoi la relation que tu as avec eux? Parce que vous êtes quand même assez en lien, j'imagine, avec vos sujets, qui sont des sujets de santé et de tech, donc... Oui, alors la BPI, qui est quand même le bras armé des politiques publiques françaises de financement de l'innovation, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est quand même un opérateur principal, est hyper aujourd'hui engagé sur le sujet des startups industrielles, ce qui est notre cas. Ça a longtemps été un peu le numérique, les plateformes, et voilà. Ensuite, ça a été le sujet deep tech. Et puis, on se rend compte que les sujets deep tech, à un moment, si on veut que ça crée de l'emploi, que ça passe à l'échelle, etc., il faut industrialiser. Donc, il faut résoudre des tas de problèmes de la vraie vie qui ne sont pas des électrons qui se déplacent dans le vide, mais qui sont comment on trouve des techniciens, faut former des câbleurs, la législation du droit du foncier pour construire des usines. Enfin, c'est une masse de trucs pas sexy, mais il faut s'y coltiner. Et ça, je pense que c'est vraiment en train d'être pris en compte. Enfin, j'étais ce matin justement à Bercy pour un comité de pilotage interministériel sur les sujets robotiques électroniques. Il y a quand même 2 ministres, le secrétaire général pour l'investissement qui est présent, la DGE. Donc il y a une prise en compte, je pense, très forte de ces sujets. Sur le plan des politiques publiques, d'accompagnement, du financement, il y a évidemment France 2030, dont je suis ambassadrice, qui bosse beaucoup sur ces sujets. Après, nous, mais ça c'est autre chose, déjà on est contraint par un certain nombre de directives européennes, ça c'est la première chose, et la deuxième c'est que dans le monde du dispositif médical, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un robot mais c'est un dispositif médical, il y a des contraintes réglementaires majeures qui sont en plus en Europe, là il y a quand même un énorme sujet de politique publique sur un changement de régulation, enfin c'est pour un autre podcast peut-être, et en France on peut avoir des politiques publiques qui favorisent l'innovation un petit peu plus et l'accès des patients à ces innovations, parce que, et je m'arrête là, mais il y a un écosystème mais fantastique en France, ne serait-ce qu'en robotique chirurgicale, mais même en dispositifs médicaux. Les prothèses de hanche les plus vendues au monde, elles viennent de France. Le cœur artificiel, c'est Carmat, c'est français. Les meilleurs robots pour l'ophtalmo, la chirurgie générale, etc., c'est des robots qui sont fabriqués et conçus en France. Enfin, justement, qui sont conçus en France, mais seront-ils fabriqués en France? C'est un autre sujet, et qui commencent en général à être vendus ailleurs, parce que le problème d'accès au marché, c'est plus lent. Donc voilà, il y a tellement d'étoiles à aligner que c'est compliqué, mais en tout cas, sur la partie scale, je pense qu'on est suivi. Et puis, nous, c'est quand même un signe, je trouve, intéressant. Pendant très longtemps, les boîtes de dispositifs médicaux ont dit, enfin, c'est super de créer une boîte en France, mais en fait, au bout d'un moment, tu as tel besoin de financement,
parce que c'est long, c'est dur, c'est cher, c'est juste dur, quoi. Et ben tu trouves pas les capitaux en France, donc tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Et souvent, ça passe par des cessions, des acquisitions, et on peut pas le reprocher aux entrepreneurs qui veulent faire survivre leur boîte. Je pense que ça, c'est un procès qui est injuste. En revanche, aujourd'hui, c'est en train de changer. Tu l'as annoncé en intro, mais on vient de lever 36 millions d'euros sur 2022, déjà essentiellement auprès de fonds français, ou franco-étrangers, mais qui eux-mêmes ont des capitaux essentiellement français. Et c'est significatif, et on n'est pas les seuls. On a des camarades, y compris en robotique chirurgicale, qui ont des levées de plusieurs dizaines de millions d'euros en France pour industrialiser en France. Du coup, tu me lances sur la politique publique et certaines normes sur la question, entre guillemets, la question French Tech, sur l'entrepreneuriat à la française. Qu'est-ce qui va définir le fait d'entreprendre en France par rapport à l'étranger ou ailleurs? Qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat made in France? Avec ce que ça implique en termes d'opportunités, mais aussi de contraintes, évidemment. Alors c'est difficile de parler pour des milliers de personnes qui, sauf erreur, m'ont pas élu, mais je vais... peut-être deux choses. La première, c'est que y a un retard, il y a un gros retard sur la perception. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un super pays pour entreprendre. Et ça, je le dis et je le pense depuis longtemps. Et quand je reviens intervenir dans des cours, par exemple dans des cours de MBA à l'INSEAD, qui est hyper international, les gens ont encore l'idée que c'est l'enfer, la bureaucratie, le machin, le truc, alors que c'est faux. Et qu'on est très soutenu financièrement par des tas de dispositifs, et pas uniquement la BPI, et surtout pour l'innovation. Donc je pense que c'est un super pays pour commencer à entreprendre. Il y a aussi, pour toutes les boîtes tech, deep tech, etc., des parcours de formation en France qui sont vraiment de très très haut niveau. Enfin, les écoles d'ingé, on est à 95% ingé chez nous, donc viennent un tas d'écoles différentes, mais c'est très haut niveau. Idem sur les instituts de recherche. On a des thèses CIFRE en cours avec des instituts de recherche. On sait qu'on a des camarades qui ont monté des boîtes qui viennent du monde de la recherche. Donc il y a quand même énormément d'avantages, avec en plus des politiques publiques là, hyper volontaristes sur le financement. Donc, et puis on voit, et là je parle peut-être à ma casquette de membre du Galion, qui est le think tank, le club français des entrepreneurs de la tech en hypercroissance, qui est assez branché SaaS, donc c'est d'autres sujets, mais on voit qu'il y a un niveau d'ambition qui est en train de monter progressivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu montes une boîte, tu peux avoir accès au bon réseau, et tu peux avoir une ambition mondiale dès le début, et d'ailleurs tu y es fortement encouragé, et chose qu'il n'y avait pas, je pense, il y a 10, 20, 30 ans, tu as aujourd'hui des générations, des entrepreneurs qui ont réussi. C'est le cas par exemple du fondateur du Galion, JB Rudel, qui avait fondé Criteo, qui donne des conseils à la génération d'après, qui passe du temps, qui passe des ressources, qui produisent, et je salue le travail d'Agathe, qui est la CEO du projet Galion, et qui passe du temps à créer des ressources sur comment tu gères ton board, comment tu gères ton COMEX, comment tu mets en place des BSPCE, l'incentive des salariés, des trucs où sinon on est tous là à galérer dans notre coin, à réinventer la roue, alors qu'il y a juste des trucs à faire et des trucs à pas faire, globalement. Et ça, c'est une aide énorme. Donc aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat à la française, il y a l'expertise, il y a l'ambition, il y a les moyens, il y a l'écosystème. Je pense qu'on va assister à des très très belles choses, quoi. Tu sais, l'entrepreneur, quand il bosse beaucoup, on a souvent cette phrase ok, on sauve pas des vies, etc., pour remettre un peu en perspective sa vie qui est un petit peu à 100 à l'heure quand on est entrepreneur. Là, toi, c'est un peu différent parce que peut-être que vous ne sauvez pas des vies, mais vous y participez. Tu vois, il y a un côté, évidemment, raison d'être, engagement un peu plus sociétal et évidemment économique. Est-ce que toi, ça t'amène une pression supplémentaire? Si oui, comment tu la gères? Qu'est-ce que ça change versus une entreprise qui fait de la mise en relation entre quelqu'un qui veut ses courses à 21h? Tu vois, qu'est-ce que ça va impacter en termes d'état d'esprit, peut-être de pression aussi, et justement de raison d'être, comme tu nous disais au début? C'est une très bonne question, et en fait, elle est, je pense, encore plus vaste et profonde peut-être que tu l'imaginais, parce que quelque chose qui est important pour moi dans la construction entrepreneuriale, et qui est un objectif à part entière, je pense aussi important à titre personnel que la réussite commerciale, financière de l'entreprise, j'ai envie de démontrer avec le collectif qu'on a construit dans l'entreprise, que tu peux être une entreprise ultra performante, innovante, rapide, sans être pour autant aliénante pour les gens qui contribuent au collectif. C'est-à-dire que les personnalités peuvent s'évanouir, les individualités, que c'est pas obligé d'être
l'armée, la schlag, le machin, voilà. Même si forcément de plus en plus on croit il faut du cadre, les gens en sont demandeurs, mais qui dit cadre dit contrainte, comment on gère, donc on se pose des tas de questions philosophiques là-dessus. Mais ça c'est un enjeu très fort, et je dois dire c'est un sujet de pression à titre personnel énorme, parce que à partir du moment où tu as plus qu'une dizaine de personnes, t'imposer en tant que CEO que t'es bon dans ton job seulement si 100% de tes équipes sont 100% contents 100% du temps, là tu te prépares à un solide burn-out, quoi. Parce que c'est plus possible, il y a toujours, on croit, il y a des sujets de croissance qu'il faut adresser, mais c'est du travail, plus t'as de gens, plus t'as de bordel, donc faut voilà. Mais donc ça, déjà le fait de faire en sorte, c'est pas directement sociétal, mais que on soit une entreprise saine, quoi. C'est un énorme enjeu et c'est un gros sujet de pression, et ça le reste. Et c'est un sujet aussi sur lequel je passe beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ensuite, bon, y a effectivement la mission, la santé, et puis la démocratisation de l'accès aux soins, puisque un de nos objectifs, c'est faire en sorte que sur ces opérations qui changent vraiment la vie des gens, ce soit plus une toute petite minorité. Aujourd'hui, sur 6 humains, il y en a un ou une qui a un peu de chance à accès à des soins chirurgicaux de qualité très variable. Donc comment tu fais pour que sur ces trucs-là, tout le monde puisse se faire opérer dans de bonnes conditions, avec des bons résultats à la fin, alors qu'il y a une grande variabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime, je pense, qui nous aide aussi à recruter, qui nous aide à rester motivés, qui nous aide parce qu'il y a des moments difficiles forcément, et qui nous aide tous, je pense, dans l'entreprise, à nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis, il y a une autre dimension sur l'engagement. On a aujourd'hui quelqu'un qui est responsable des sujets RSE, tu sens que c'est un sujet qui m'anime, mais on est un collectif qui est quand même très conscient des enjeux sociaux, climatiques, écologiques. On a par exemple un salarié dans l'équipe qui s'est porté volontaire pour animer des fresques du climat en dehors des heures de travail le soir, et à chaque fois qu'il propose une session, c'est plein. Donc on nous demande sans cesse de faire plus sur l'empreinte carbone de nos déplacements, sur le tri de nos déchets, sur comment on fait. Je veux dire, donc on est challengé même au sein même de notre manière de fonctionner. Ce que je trouve passionnant, mais évidemment, c'est du travail, quoi. Et c'est beaucoup de réflexion sur comment concilier des impératifs parfois inconciliables. Il y a un moment où il faut être aux US et tout le monde comprend qu'il y a un impératif business. Il y aura une empreinte carbone. Mais voilà, donc le sujet de notre responsabilité, de comment est-ce qu'on s'inscrit dans un contexte social, climatique, écologique plus large, c'est complètement au cœur des préoccupations. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, parce qu'on a eu plusieurs éléments de réponse sur l'interne, la RH, etc., mais aussi sur comment toi tu twistes cette pression plutôt en motivation, de se dire effectivement on a un rôle à jouer, du coup c'est ce qui va nous driver, et ça participe aussi, j'imagine, à la culture d'entreprise. Je rebondis justement sur cette culture d'entreprise qui est inhérente à une start-up et une boîte qui grandit et qui se développe. On n'arrive plus à séparer les deux aujourd'hui, l'un va pas sans l'autre, notamment pour la vie au quotidien des salariés, et aussi pour tout ce qui va être rayonnement, communication externe. Et on arrive sur notre sujet un petit peu marketing-com. Tu nous as évoqué les sujets de com interne, en tout cas de management, tu as un peu parlé de RH également. Aujourd'hui, toi, tu es ingénieur de formation, tu es entrepreneur, mais est-ce que tu es communicante ? Est-ce que ce sujet de la communication t'anime ? Est-ce que tu maîtrises les sujets ? Est-ce que ça fait partie de toi, ou est-ce que c'est un travail ? Comment tu le gères ? On voit souvent les entrepreneurs, c'est souvent les head of marketing ou les co-CEO qui sont plus côté market qui prennent la parole. J'aimerais bien savoir un peu si pour toi c'est la même chose et comment tu arrives à incarner ta société. Ça a été à la fois une décision délibérée et un gros cheminement. Effectivement, quand tu es ingé de formation très cartésien, même si j'aime pas forcément ce terme, et puis il y a peut-être le côté genré aussi. T'es pas forcément invité à prendre la parole, t'es pas invité... tu n'es pas invité, puis tu t'y invites pas, tu as beaucoup d'autocensure, etc. Et en fait, depuis le début, je pense que j'ai compris qu'il fallait avoir une stratégie un peu délibérée de communication de Ganymède, parce que on a toujours su qu'on allait avoir des enjeux de perception pour attirer les meilleurs candidats, alors que, en gros, t'as pas de cash, t'as pas de produit, t'as pas de brevet, t'as pas d'équipe, faut que les gens viennent, faut avoir une image, quoi. Donc au début, sauf qu'ensuite, je me suis aperçu très très vite que c'était complètement autoréalisateur, parce que on n'a jamais bullshité ou menti sur quoi que ce soit, mais tu te mets en avant d'une certaine façon, et ensuite ça devient vrai, parce que du coup les gens veulent venir, les investisseurs te connaissent, les chirurgiens sont heureux de travailler avec toi, ils ont entendu parler, etc. Donc il y a un effet d'entraînement positif, mais ça a été une démarche délibérée au début, qui le reste, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est parfois, je suis pas toujours
par exemple, ultra à l'aise avec la mise en avant très focalisée sur ma personne. Alors je suis là aujourd'hui, c'est moi qui vous parle évidemment, ça fait partie du job d'être l'ambassadeur, l'ambassadrice de sa boîte, et je dis très souvent aux équipes que moi je suis leur porte-parole, donc je pourrais rien dire d'intelligent s'ils faisaient pas un taf intelligent derrière. Je peux pas auprès du grand public entre guillemets ce que je fais là, mais auprès par exemple du monde politique quand je suis dans différents comités où j'interagis avec les gens qui font les politiques publiques, et évidemment auprès de nos financeurs, puisque je suis présente au conseil, enfin au board, au comité stratégique, mais je ne peux rapporter que les avancées sur lesquelles ils ont eux-mêmes travaillé. Mais effectivement, c'est un truc, quand je parle avec des entrepreneurs deep tech qui sont tous assez ingés, peut-être parfois plus introvertis et plus dubitatifs sur le ratio gain-effort quand même de la communication. Moi, j'ai été stupéfaite des retombées positives. Alors, oui, d'accord, en termes de notoriété pour l'entreprise, mais pas que. Je pense de manière ultra tangible. On ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas fait ces efforts-là. Moi, j'ai une phrase un peu consensuelle qui revient souvent quand on évoque ces sujets, mais c'est tu as beau être le meilleur du monde, là où le meilleur du monde, si personne sait que tu existes, ça sert à rien en fait. Donc, il y a ce côté... on travaille bien, ça c'est cool, mais c'est plus suffisant au vu de ce qui se raconte, tous les contenus qui sont créés, l'information qui sort. Si on n'a pas cette capacité à, je dirais pas build in public, mais en tout cas avoir cette capacité d'être transparent sur notre société et l'idée, un peu l'image, et du coup créer une vraie perception positive, c'est compliqué. Je trouve que tu nous réponds très bien là-dessus, parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, quand on est ingé, c'est moins naturel que quand on a fait une école de commerce où on a eu des cours de market, de vente, de noto, etc. Et c'est hyper intéressant que tu puisses nous donner ton regard, toi, là-dessus. En interne, maintenant, est-ce que vous avez aussi des salariés qui ont ce rôle à jouer ? Est-ce que vous avez ce travail avec eux sur, voilà, comment on doit présenter la boîte quand on parle à des gens, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qui pourrait être intéressant de mettre en avant lorsque vous vous exprimez au sujet de la boîte ? Attention, vu qu'il y a plus de normes qu'ailleurs sur ce sujet-là, ce secteur-là, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des raccourcis à éviter ? Est-ce que vous faites ce travail-là aussi avec les salariés ? Oui, alors déjà de plus en plus, j'essaye de faire en sorte que d'autres salariés de l'entreprise puissent être représentés. Il y a une vidéo BPI récemment, c'était le lead de notre équipe robotique intégration qui l'a faite. De ne pas être la seule porte-parole, puisque de facto, ça n'est pas un one-woman show, cette boîte. On est une grosse trentaine, que des gens hyper talentueux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis extrêmement transparente, je crois, j'espère, en interne, sur les raisons pour lesquelles je communique, pour lesquelles Ganymede communique. Je demande des photos LinkedIn quand les gens vont au bloc opératoire, quand ils font ceci, cela, en expliquant que c'est important pour la perception de l'entreprise. Et beaucoup des nouveaux salariés, je pense, qui sont arrivés dans l'entreprise cette année, confirment cette approche, puisque tous, dans les entretiens, disent qu'en gros, ils connaissaient l'entreprise, ils en avaient une image positive, et ils en avaient une image positive parce que ABC. Donc, les gens sont conscients. Après, c'est un public qui est forcément, comme moi au début, qui est réticent à ce genre d'exercice, qui est d'autant plus difficile pour nous que, on fait un produit qui ne sera pas vendu au grand public, 2, qu'on ne peut pas montrer. Donc on a quand même réussi à faire des tas de vidéos qui ne montrent pas un instant le robot, parce qu'on a des problématiques de propriété intellectuelle. Donc il y a des sous-ensembles qui sont en train d'être brevetés, et le monde des brevets est tel que si tu publies ton invention, elle n'est plus brevetable. Donc voilà, évidemment, on a une valeur cardinale, enfin c'est un mot que je répète souvent, mais d'irréprochabilité. Personne n'est jamais parfait, mais l'intention doit y être, et donc on raconte pas n'importe quoi. Mais quelque chose qu'on a popularisé, je pense que les gens ils sont sensibles dans l'entreprise, c'est la notion d'élément de langage. C'est-à-dire, quand on parle à des gens, quelle est notre intention ? En fait, c'est la notion d'intention. C'est, par exemple, on rencontre tel fournisseur, quelle est notre intention ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de ce qu'on cherche à faire ? Et par exemple, au début, moi, la question de la perception était très forte, et je briefais beaucoup les équipes sur attention. On va avoir un fournisseur, ils sont 200 personnes, ils font des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Nous, on est 3 gugus dans un garage. Allez pas vous imaginer que on va inspecter et décider si ils auront la chance de travailler avec nous. Notre job, c'est de montrer qu'on est assez sérieux pour que eux se disent, je prends un risque sur cette start-up, le risque de pas être payé, le risque que ce soit des guignols, le risque que leur projet aille nulle part. Donc, même pour arriver à travailler, il y a un enjeu de perception. C'est-à-dire, des bureaux d'études, quand tu es une toute petite start-up, tu n'as pas de fric, tu n'as pas de machin, tu n'as pas de truc, tu dois les convaincre que ça vaut le coup de mettre des ingés et quelque part de te faire crédit.
Et ça, c'est la notion de crédit, de crédibilité, de visibilité. Et donc, je pense vraiment que même dans nos développements R&D, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait si les gens nous avaient pas fait confiance. Et la confiance, c'est la perception, quoi. Et ça se gagne avec ce travail. Ça se gagne. Alors, ça se gagne en étant bon, c'est-à-dire en payant rubis sur l'ongle, en étant pro dans nos interactions, mais aussi en briefant les équipes sur attention. Là, il ne s'agit pas de défiler en mode je suis le roi du monde, il s'agit de donner une image de professionnalisme parce que c'est eux qui vont décider s'ils veulent nous aider ou pas. C'est pas l'inverse. T'es jamais le client en fait quand t'es tout petit. C'est toujours toi qui demande un service, même quand tu payes. Tu as dit le mot-clé, tu as parlé de risque, justement. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur cette notion-là dans ta vie, à toi, d'entrepreneur. Le risque, il est là tous les jours, j'imagine. Il est là depuis le début, il y en aura d'autres. Comment tu gères ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'énergie ? Est-ce que c'est un peu ton carburant ? Ou à l'inverse, parfois, il peut ralentir, il peut être mal géré. Comment tu gères justement ce risque qui est quand même l'apanage de tout entrepreneur, en fait ? Ouais, alors la notion de risque, c'est une notion hyper intéressante. Et d'ailleurs, quand j'interviens parfois dans des formations en management, il y a plein de gens qui veulent être entrepreneurs, il y en a beaucoup moins qui montent des boîtes, effectivement. Et je pense que c'est assez souvent parce qu'il y a une perception peut-être biaisée du risque réel. Le risque, donc on est un projet risqué, ça peut marcher comme ne pas marcher. Il y a eu plein de moments ultra risqués. Fin 2022, si on n'avait pas réussi à lever des fonds, et ça n'a pas toujours été ultra évident, je serais peut-être pas là pour raconter ma life, quoi. Donc, je serais vivante, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, vous m'auriez pas invité. Voilà, je ferais partie des nombreuses épaves. Voilà, donc après, je pense il y a plusieurs choses, et c'est marrant parce que j'ai entendu récemment dans un podcast qui est édité par nos amis de Mocha.care qui font de la santé mentale en entreprise. C'est un podcast avec des grands sportifs, mais évidemment c'est censé parler au monde de l'entreprise. C'est que moi je suis entrepreneur, certes, mais enfin, je fais entrepreneur. Je ne suis pas, je suis plein de choses comme tout le monde, j'ai plein de centres d'intérêt, etc. Et ma valeur en tant que personne, vraiment très profondément pour moi, n'est pas ou peu liée à mes réalisations professionnelles. Et je suis entouré de gens, je ferais pousser des patates je sais pas où, ils m'aimeraient pareil. Enfin, j'estime pas... Alors, évidemment, il y a la reconnaissance, le statut social... pas mal de ces trucs-là qu'il faut voir comme du sucre, quoi. C'est dopamine droit au cerveau, faut faire gaffe avec ça. Les likes sur LinkedIn, combien de personnes ont shéré mon article. Artung bicyclette, quoi. Tu vois. En fait, le vrai truc, c'est que ce que je fais, ça m'anime, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'attachement, d'affection, de respect, d'admiration pour le collectif que j'ai construit, qui est ma seule réalisation à moi, vraiment. Le reste, c'est eux qui l'ont construit. Ça m'anime. Le risque... ça fait partie, je fais tout ce que je peux faire pour que l'entreprise réussisse. Je pense pas faire au-delà. Je pense qu'il serait dangereux que je fasse plus même, en vrai, que ce que je fais aujourd'hui en termes d'investissement personnel. Après, le reste, c'est la vie, quoi. Et de risque, j'ai aucun risque. J'ai le risque d'échouer, c'est tout, quoi. Mais c'est pas grand-chose, en fait. C'est un risque à prendre si on veut monter ce genre de projet et il faut le considérer. Et je trouve que c'est intéressant ton rapport justement au risque et aussi à la partie ma vie perso, ma vie pro et comment tu arrives à scinder les deux. Parce que souvent, lorsqu'on reçoit les invités, il y a cette barrière un peu poreuse et ils sont pas tous alignés sur ce que tu racontes. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu me dis sur cette capacité à bien diviser et à être valorisé par autre chose que par ma réalisation professionnelle, même si c'est ultra valorisant comme tu le dis. Mais je trouve ça hyper intéressant là-dessus. Je rebondis sur ce que tu me racontes, sur la fameuse question du bonheur. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu es heureuse au travail, en perso ? Est-ce que toi, aujourd'hui, ce que tu fais te convient ? Ou est-ce que tu es dans une recherche d'aller plus loin ? Est-ce que tu n'iras pas, tant que tu n'as pas finalisé ton projet, que tout roule pas comme tu veux, tu seras pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu arrives à prendre ce recul et dire pour l'instant ça va, ou moi tant que j'ai pas dépassé certains seuils, j'aurai pas ce que je veux. Comment tu te sens par rapport à ça ? Tu poses des grosses questions. Il y a déjà un truc qu'on constate très vite, je pense, quand on monte une boîte ou quand on se fixe des gros objectifs, c'est que quand j'ai monté la boîte en 2018, je pense que j'ai jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui, j'avais pas la vision du parcours, et d'ailleurs si j'avais fait la liste des trucs à faire pour en arriver là, je me serais barré en courant, comme 100% de l'équipe qui était là au début, donc parfois faut pas trop planifier, faut juste y aller. Mais je pense que la vie d'un CEO, c'est un équilibre instable permanent, et même un déséquilibre très instable permanent, et la question c'est à quel point.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que ça a pu aller dans le passé, parce que je peux staffer sur des rôles que je devais faire plus ou moins bien. Donc, quand t'as pas assez d'argent, t'as pas assez de monde, t'as pas l'expertise, toi-même t'es en phase d'apprentissage, donc tu gères mal ton énergie, tu gères mal ton envie, t'apprends quoi, c'est nécessaire. Et ben tu te retrouves à faire énormément de choses, pas forcément celles qui devraient être prioritaires, pas aussi bien que tu aimerais, mais parce que t'as un sujet de temps, d'expertise, etc. Là, on a levé des sous, c'était un énorme effort, mais ça s'est bien passé, et je pense que voilà, on a vraiment bien réussi cette partie-là, et ça me permet de recruter. Donc là, on a une directrice juridique, une directrice RH, un directeur financier, un IT manager. Donc en fait, la question des outils, de la structuration, c'est la question clé aujourd'hui pour nous, c'est de bien gérer la croissance. Mais finalement, tout ça, et je salue aussi mon COO Silver, qui bosse avec moi sur ces sujets depuis le début, mais c'est tous les trucs qu'on faisait parce qu'il faut, ou que ça nous intéresse. Le sujet RH, tu auras compris que c'est un sujet important pour moi, la construction d'un collectif, pas la paye, l'admin, je m'en tape, mais c'est important, faut le faire, mais tu vois. Mais du coup, maintenant, il y a des gens pour prendre ces sujets. Et donc, moi, du coup, ça va beaucoup mieux parce que je me retrouve dans un rôle qui est un rôle, donc beaucoup de représentation extérieure, qui est important, on en a déjà parlé, mais aussi de représentation interne, c'est-à-dire j'incarne aussi le projet en partie, pas que évidemment, mais en interne, et donc faut rappeler la vision, la mission, pourquoi on est là, surtout quand, avec le nombre, il y a des forces centrifuges, de l'entropie, il y a du bordel qui se met, mais c'est inévitable. Et ça se met beaucoup plus vite que tes efforts pour ramener les choses un peu dans l'ordre peuvent se déployer. Donc bon, il y a des choses à accepter aussi. Mais moi, ça va... je trouve que ça prend une bonne direction, où je suis moins le nez dans le guidon, dans une forme d'exécution permanente, dans une forme d'urgence. J'ai le temps de me poser pour dire, ok, par exemple, voilà tous mes meetings de la semaine. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est quoi le meeting qui devrait être là, qui n'y est pas? C'est quoi les trucs qu'on voit pas? C'est quoi les angles morts? La question des angles morts, elle est centrale. La question du biais de confirmation aussi, elle est centrale. C'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup communiqué en interne. Angle mort, c'est cool ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait pas? Et j'essaye de terminer toutes mes réunions par ok, c'est quoi le sujet dont on aurait dû parler, dont on n'a pas parlé? Enfin, c'est après, ok, les plans d'action, les comptes rendus, tac, ça déroule, on sait faire, on recrute des gens qui savent taffer, mais le vrai, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, quoi? Donc ça, c'est un peu mon obsession. Et voilà. Mais perso, pour répondre à la question du bonheur, déjà, je pense que je suis très, très, très aidée par le fait que j'identifie pas ma valeur personnelle à ma réussite professionnelle, et ça, j'insiste. Ça veut pas dire qu'on donne pas tout ce qu'on peut, ça veut pas dire... voilà. Mais ça n'est que vertueux de se rappeler que on fait pas ça pour les cookies, quoi. Parce que sinon, sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, voilà. La reconnaissance, ça va, ça vient, voilà. Donc ça contribue beaucoup. Et puis voilà, il y a un soutien, un réseau de soutien d'autres entrepreneurs. Je pense que le soutien des pairs PAIR, j'ai rien contre mon père, mais je veux dire, pairs PAIR, c'est hyper important. Et je pense, voilà, moi, ça m'aide pas mal. Et là, mais il y a une notion aussi de juste quantitative, de quantité de travail. C'est-à-dire que quand ça passe sous une barre acceptable, et surtout, moi, ce que je vis très très mal, c'est quand je perds le contrôle de mon emploi du temps. C'est-à-dire, je me retrouve à être embarqué dans des journées où j'ai quasi rien choisi. Ça, en général, c'est là où j'appuie sur le siège éjectable de ma journée pour dire, ok, là, j'ai perdu le contrôle, je le vis très mal. Et on s'aperçoit que c'est le cas de tout le monde. En fait, je suis pas le seul dans ce cas. Quand je peux pas décider où j'allume mon temps, si ça me semble important, et puis en fonction de mon niveau d'énergie, mon niveau d'envie, ça c'est vraiment les moments où je suis pas bien. Mais le fait de l'avoir identifié, ça me permet de dire, voilà, par exemple, c'est tout con et il y a plein de gens qui fonctionnent différemment, mais moi les calls calés à l'avance, j'aime pas. Il faut le faire, il y a plein de gens. Mais je préfère largement, quand je sens que c'est le bon moment, j'ai envie d'avoir cette conversation, surtout quand c'est des conversations compliquées, je prends mon tel, j'appelle, voilà. Et en fait, le simple fait de dire, j'arrête de m'imposer des créneaux fixes pour appeler des gens, mais je leur explique que vraiment, moi, ça a fait une grosse différence dans mon état émotionnel de choisir quand je les appelle, et s'ils comprennent, ça leur va pas, c'est un truc qui change les choses. Il y a plein de micro-trucs comme ça, chacun les siens, mais je pense qu'on apprend à se connaître aussi. Non, c'est hyper intéressant, et je trouve que le fait de identifier le problème, dire qu'il y en a un, ça permet de le résoudre. Et je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu nous racontes, le fait de se dire, en fait, oui, je préfère ça, j'aime pas ça, j'ai passé tel step, du coup ça me va, du coup je valide ça.
Si tu sais pas et que tu reconnais pas qu'il y a un truc qui va pas, bah tu pourras jamais l'améliorer en fait. Et du coup, ça paraît parfois être du bon sens, mais je trouve que trop de monde effectivement, comme tu dis, se perdent dans leur journée, en perdent le contrôle. Et c'est ça en fait, c'est perdre le contrôle de leur journée. Et je trouve que ce que tu nous racontes là est hyper agréable à entendre en fait, sur le retrouver du sens là-dessus, reprendre le contrôle. La société, elle doit avancer, mais on est là aussi pour l'accompagner, être avec elle et pas uniquement subir sa boîte en fait. Donc c'est inaudible pour beaucoup, et je pense que ça l'était pour moi au début, mais c'est toujours pareil, hein, on ne tient la pleine valeur des conseils que quand on sera en mesure de les donner soi-même. Donc bon. Parce qu'on s'imagine que nous c'est différent, déjà nous c'est toujours différent, et puis nous on n'a pas le temps alors que les autres si, et puis nous ceci, et puis nous cela, puis bon on grandit et on réalise que voilà, toute expérience humaine, surtout les plus négatives, sont très partagées. Mais c'est vraiment faire appel au père PAIR, c'est-à-dire il y a énormément de choses que tu n'as pas envie de réinventer, il y a énormément d'impasses dans lesquelles tu n'as pas envie de te perdre, et je pense que la rapidité d'exécution, je le dis souvent mais je le pense vraiment, c'est surtout la somme des erreurs que tu n'as pas faites. Et au début, quand tu montes une boîte, tu crois que la rapidité d'exécution, c'est toi, à quel point tu vas envoyer du bois, tout ce que tu vas faire, toutes les micro-tâches, tchac, que tu vas enfiler. Mais en fait, c'est vraiment pas ça les enjeux. C'est quoi les trucs que tu devrais faire et que tu fais pas ? Par exemple, bosser sur ta culture, par exemple, recruter quelqu'un, par exemple, lever des fonds, accepter de te diluer parce que sinon tu vas y passer 3 ans et y laisser ta santé. Et voilà, donc c'est des conseils de père PAIR, se rappeler que voilà, la vitesse d'exécution, c'est la somme des erreurs que tu fais pas, et ça, éviter les impasses, éviter les conneries, c'est que des gens qui ont déjà vu le film, qui peuvent t'aider. Ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue sur tous les sujets, quoi. Et parfois, il y a un tout petit peu de ça. Donc nous, ça nous a énormément aidé. Et le fait d'être entouré d'un réseau aujourd'hui d'entrepreneurs en medtech et autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je trouve ça intéressant. Il y a un côté un peu... on redonne du sens, ou on trouve enfin un vrai sens à des proverbes ou à des phrases qu'on a entendues, qu'on nous a susurré à l'oreille quand on se lançait au début, sur le voyage, etc., pour savoir où on va, etc. Et je trouve qu'il y a des phrases qui trouvent du sens plus qu'avant, quand on est entrepreneur, et on y accorde un peu plus d'importance, en fait. Comme tu le disais, avec la reconnaissance de ses pairs, l'accompagnement, les gens qui te font un retour parce qu'ils ont déjà fait ça. Moi, j'ai une dernière question sur le parcours que tu as. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais faire différemment ? Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais changé dans le cadre de ta société ? Ce qui est certain, c'est que je pense que c'est pas mon dernier projet, c'est pas ma dernière boîte. Il y a beaucoup de choses que je ferais peut-être un peu différemment, mais sans pour autant être fataliste. Je pense que je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai eu les phases d'apprentissage, etc. Mais je pense par exemple, j'ai quand même beaucoup trop travaillé et peut-être mal travaillé les 2 premières années. Je continue de beaucoup taffer, mais j'espère avec plus d'effectivité, quoi, et moins en ressentant un tout petit peu moins le poids, justement parce que j'écoutais pas assez les gens qui me disaient non mais l'admin délègue ça, c'était vrai pour les autres mais moi non, parce que toujours plein de raisons, et puis déléguer ça prend du temps, etc. Mais bref, donc j'ai pas de regrets majeurs. Je pense que c'est trop tôt, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui on n'a pas encore de produit sur le marché, ce sera dans quelques années parce qu'on est sur des projets longs, capitalistiques, difficiles, etc. Donc je pense qu'on aura si jamais on sort un robot chirurgical et qui n'intéresse pas les chirurgiens, là faudra réécrire le film et se dire qu'on a vraiment merdé, mais jusque là dans la construction de la boîte il n'y a rien de majeur. Voilà. Et sur le sujet des chirurgiens, enfin, il y en a plein qui sont impliqués, il y en a qui investissent, ils viennent à des tas d'essais chez nous, donc on essaye d'éviter quand même le fait de construire un produit pour rien autant que possible, donc je ne sais pas ce à quoi je m'attends du tout. Mais voilà, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir de quel côté le pari retombe, quoi. Ok, donc pas de regret pour l'instant, on continue sur la lancée. On arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser la dernière question inhérente avec le titre de notre podcast, Charbon. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de charbonner, d'aller au charbon? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, et ça c'est le fruit d'une évolution, je veux dire, quand tu montes une boîte, tu es capable de taffer, de faire plein de trucs, de résoudre des problèmes, etc. De plus en plus, pour moi, charbonner, c'est aller au-devant des conversations difficiles. C'est-à-dire les trucs que tu sais que tu devrais dire à quelqu'un, le feedback que tu sais que tu dois faire, peut-être la décision RH compliquée que tu n'as pas envie de prendre, tout ça, en fait, de plus en plus pour moi, c'est vraiment aller au-devant des conversations que je fais tout pour éviter.
Et c'est du taf beaucoup plus émotionnel que de pure production. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, je pense, le goulot d'étranglement dans notre évolution, c'est d'avoir cette discussion-là. Donc le côté un peu plus émotionnel qui te demande peut-être un peu plus de travail, un peu plus de rigueur et qui est un peu plus difficile à manœuvrer. C'est ça. Mais ça peut être aussi des conversations difficiles à fort enjeu, des discussions de partenariat, convaincre quelqu'un de venir. En fait, de plus en plus, je pense que pour moi, le travail, c'est essayer d'avoir maximisé son impact. Donc comment tu fais pour faire ça ? En prenant les décisions ou en ayant les conversations ou qui font vraiment avancer le navire ou qui l'orientent vers une meilleure direction. Et c'est jamais des sujets faciles. La vie d'entrepreneur, elle n'est pas facile, mais j'ai beaucoup aimé tes réponses. Sophie, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement, on suit tes réseaux évidemment, parce que tu as plusieurs posts qui vont arriver, notamment un, a priori, sur un spectacle, c'est pas ça ? C'est ça exactement, oui. Ma sœur Anne Cahen est humoriste, donc elle aussi, elle se met en scène et a un rôle sur la représentation et la perception, mais de manière différente. Donc Anne Cahen au Théâtre de la Petite Loge tous les mardis, voilà. Donc restez connectés sur LinkedIn. Merci encore à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci French Tech d'être partenaire de cette nouvelle saison de Charbon. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci.